messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Gouvernement et syndicats de la santé pour une décrispation du climat social. L'État s'engage à payer les arriérés de salaire des contractuels du programme JICA et Cobra. Les syndicalistes veulent la revalorisation de l'indemnité de logement et de risque. Le collectif des ex-travailleurs de défunte société exige un règlement définitif de leur dû face à la presse cet après-midi. Ils ont crié leur mal-être qui date de la fermeture de leur boîte. Ces travailleurs demandent à l'État de respecter ses engagements. Et puis vers une prolongation de l'année scolaire, l'annonce est du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Le but est de permettre aux élèves de rattraper le quantum horaire. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement s'engage à payer les arriérés de salaire des contractuels du programme JICA et Cobra. Ce vendredi, c'était lors d'une rencontre ce matin avec les syndicats de la santé qui veulent également des solutions sur l'indemnité de logement et de risque. Compte rendu signé Cheikh Diop et Pape Sangoné Mbaye. Bonne nouvelle pour les contractuels du programme JICA et Cobra. Après plusieurs plans d'action effectués par les syndicats des travailleurs de la santé, l'État s'engage à payer tous les salaires. Pour toutes ces questions, un agenda a été arrêté et qui est fixé à la date du vendredi prochain pour que toutes ces questions, dont la plupart sont déjà en cours de mise en œuvre, soient définitivement réglées. Autre acquis, le paiement des dettes de la CEMU, la création de nouveaux corps de la santé, le paiement des heures supplémentaires dues de 2015 à 2016, entre autres points. Il revient au ministre de la Santé et de l'Action sociale de travailler à la planification et à la programmation pour dérouler les 100 heures de formation nécessaires pour combler le gap. Il reste entendu que dans ce groupe, il y a plus de 900 agents qui ont déjà été formés pour le règlement des heures supplémentaires qui étaient dues, puisqu'une bonne partie, notamment les 2 trimestres de 2016, ont été payés pour 2017 également. Il reste maintenant à organiser la liquidation de la dette due au titre des heures supplémentaires sur l'année 2015. Une réunion est prévue donc le 19 avril. Une question essentielle que le gouvernement a seulement brossée, l'indemnité de logement. Toutefois, Mbalo Dioutiam exige que cette question soit abordée. Parce que cette indemnité, on y tient beaucoup. C'est valable aussi pour les autres indemnités verticalisées, disons de responsabilité verticalisée. Bon, c'est valable aussi pour l'indemnité d'itinérant qui n'est que de 15 000 depuis 1985, qui n'a pas évolué, tout comme l'indemnité de suggestion. Ça, je l'ai dit globalement, la question du régime indemnitaire doit être abordée. Plusieurs promesses faites par le gouvernement, les syndicats des travailleurs de la santé observent et espèrent que d'ici vendredi, l'État va réagir. À défaut, d'autres plans d'action sont en veille. Les précisions du ministre de la Santé et de l'Action sociale qui soutient que l'État n'a pas de parti pris dans cette histoire. Après le SAMES, les autres syndicats seront appelés à la table des négociations. Je vous propose d'écouter Abdoulaye Diouf Sarr au micro de Cheikh Diop. Il faut aussi reconnaître que ce qui a été acquis dans le cadre des échanges avec le SAMES concerne le secteur et ces syndicats d'ailleurs. On dit dans la salle qu'ils se réjouissent de ces avancées qui ont été acquises dans le cadre des échanges avec le SAMES. Pour monsieur le Premier ministre, c'était une méthodologie. Il a d'abord rencontré le SAMES, mais aujourd'hui, il était question de rencontrer les autres. Effectivement, ce que vous venez de dire pouvait être une préoccupation, mais tout de suite dans la salle, nous nous sommes rencontrés qu'il y a les partenaires sociaux de la santé et le gouvernement qui ont échangé sur des questions qui intéressent le secteur de manière générale. Et cette question, effectivement, a été véritablement aplanie. Il n'y a pas donc péril à la demeure en ce qui concerne, bien sûr, l'équité et l'égalité devant les échanges de tous les syndicats. Sur le terrain, à Richard Toll, les syndicalistes du SUTSA sont tenus en sit-in pour exiger le paiement de 6 mois d'arriérés de salaire des contractuels. La satisfaction des revendications signées avec le gouvernement également. Ils ont aussi demandé le départ du médecin chef du district sanitaire de Richard Toll. Là-dessus, je vous propose d'écouter Antoine Ndeki, le secrétaire général du SUTSAS, interrogé par Ousseynou Diop et Habib Sek. Ces deux formes de contrats, c'est-à-dire les contractuels de Cobra et les contractuels de la JICA,
sont restés des mois et des mois sans percevoir leur salaire. 6 mois. D'autres disent 6 mois, d'autres disent même plus de 6 mois. Et là, pour tout humain que nous sommes, croyez-vous qu'un agent de la santé mérite ces genres de récompenses? Être au chevet d'un patient, faire tout ce que vous avez devoir de faire et se retrouver à la fin du mois main nue. Des grèves, malheureusement, parce qu'on nous oblige à aller en grève. Il y aura des jours où on va fermer les structures, malgré nous, parce que nous sommes des pères de famille. Nous avons des parents qui tombent malades. Ce que nous voulons, pour ne pas perdre vraiment, pour ne pas mettre en jeu les résultats que nous avons obtenus à travers ce district, nous demandons tout simplement le départ de monsieur qui est devant nous aujourd'hui. Seul son départ nous obligera à regagner les structures sanitaires. À Linger également, les agents de santé issus des syndicats SUDSAS, ASAS et SUDETM Ande-Gussum étaient en sit-in. Ils réclament également le respect des accords signés avec l'État et le paiement des salaires. Là-dessus, nous écoutons Mamadou Ahmed K, interrogé par Moudoubaï. Déjà, les revendications sont les arriérés de salaire, c'est-à-dire le paiement intégral des arriérés de salaire, donc de tous les contractuels donc du ministère de la Santé. Le deuxième point, c'est le virement donc, de la première tranche de 2018, donc les subventions annuelles des EPS. Le troisième point, c'est le remboursement donc, des dettes de la SEM et des créances. Le quatrième point, c'est la finalisation donc, des travaux du Conseil supérieur de fonction publique territoriale. Le quatrième point, c'est la finalisation des accords donc, résiduels de 2014. Donc voilà l'essentiel par rapport à nos revendications. Et nous trouvons vraiment inadmissible, je dis bien inadmissible et incompréhensible aussi vraiment, donc pour un agent de santé, de rester vraiment 3 mois à 4 mois, 6 mois sans salaire dans un pays démocratique. Donc nous trouvons que ça, c'est intolérable et nous voulons vraiment que les responsables, le gouvernement réagissent par rapport à cela. À Kolda également, le secteur de la santé paralysé par une grève des agents de la santé. Entre autres revendications, ils réclament 7 mois d'arriérés de salaire. Ils comptent durcir le temps au cas où leurs doléances ne seront pas satisfaites. Là-dessus, nous écoutons M. Ousseinou Keita, secrétaire général de la section départementale du SUDSAS Kolda. Il est interrogé par Abdoulaye Diallo. C'est pour manifester notre désaccord, notre mécontentement par rapport au dilatoire du gouvernement et que les travaux de la santé souffrent. Nous souffrons plus que les malades. Les contractuels du ministère de la Santé sont à 5 voire 7 mois d'arriérés de salaire. Il y a aussi le non-remboursement des subventions dues aux établissements publics de santé de 2018. Le non-remboursement de la CMU. Il y a aussi le respect des accords résiduels de 2014. Compte tenu de tout cela, nous avons jugé aujourd'hui de manifester, de montrer au gouvernement du Sénégal que nous en avons assez au dilatoire, nous en avons assez aux promesses non tenues de ce gouvernement, et ce qui aujourd'hui justifie notre ras-le-bol. C'est pour cela qu'en Pendant ce temps, des étudiants des centres régionaux de formation en santé ont assiégé le ministère de la Santé pour décrier leurs difficiles conditions d'études. Ils viennent pour la plupart de Ziguinchor, Tambacounda, Kaolack, Saint-Louis et Thiès. Ils se disent également victimes de discrimination. Leur porte-parole, Batifaï, que je vous propose d'écouter au micro de Fatou Bintou Conté. Et ça, c'est l'ensemble des CRFS du Sénégal qui se sont réunis aujourd'hui au ministère de la Santé dans le cadre d'un sitting et pour pouvoir également rencontrer le ministre en vue de lui raconter la médiocrité de notre destin, c'est-à-dire les problèmes qui gangrènent les CRFS du Sénégal. Ces problèmes-là sont multiples et variés et ils ont pour nom l'application, le retardement de l'application du système LMD dans les CRFS. Ils ont pour nom la discrimination à ce qui concerne une revalorisation des pécules de stage.
mais également ces problèmes-là ont pour nom le non-respect de la révision du décret portant création des CRFS du Sénégal. Et ça, je pense que c'est important parce qu'on ne peut pas concevoir aujourd'hui les étudiants des CRFS et les étudiants de l'ENDSS partagent au même concours. Les étudiants partagent au même programme, les étudiants partagent les mêmes professeurs et à la sortie, ces étudiants-là ne partagent pas le même examen de sortie. L'association And Liggéey Senghor de Jaxaay dénonce l'arrêt des travaux de l'hôpital de la localité. Les travaux avaient débuté depuis 2006. Elle a lancé ce cri du cœur au cours d'une randonnée pédestre. Cher Sek, leur porte-parole que je propose d'écouter au micro d'Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Qui doivent être réglés au plus vite, notamment l'hôpital principal qui est dans la commune de Jaxaay, qui se trouve depuis la création de Jaxaay. L'hôpital a été construit et depuis ces jours, l'hôpital n'est toujours pas en mesure d'accueillir, comment dirais-je, des malades et consorts du fait de son état. L'appel qu'on lance aux autorités s'adresse directement au ministre, M. Abdoulaye Diouf Sarr, qu'ils prennent les mesures nécessaires pour attribuer à l'hôpital de Jaxaay le matériel logistique qu'il faut et surtout ce qui est plus important, c'est l'achèvement de cet hôpital. Il y a aussi le problème d'insécurité. Retour à Dakar avec le collectif des ex-travailleurs qui demande à l'État de respecter ses engagements pour un règlement définitif de leurs dûs. Ces derniers disent vivre dans la galère depuis la fermeture de leurs boîtes respectives. Ils ont fait face à la presse en présence de facilitateurs dans ce dossier. Compte rendu signé Ibrahima Kane et Modou Diop. Ils sont au total 7500 ex-travailleurs de 18 défuntes sociétés à courir derrière leurs droits. Un passif global évalué à 25 milliards de francs CFA. Pourtant, des engagements avaient été pris par le Premier ministre lors du Conseil interministériel du 10 mars 2017. Un an après, aucune évolution, douchant du coup l'espoir du collectif de ces ex-travailleurs. Nous disons d'abord à l'État du Sénégal de tenir ses engagements vis-à-vis de ces ex-travailleurs-là. Parce que la souffrance que sont en train de vivre les chefs de famille constitués dans ce collectif-là, au nombre de 7500, est énorme. Le drame est inenarrable. On ne peut pas en parler, tellement c'est indécent. Dans ce combat, le dit collectif peut compter sur le soutien du professeur El Hadj Momar Samb et de Cheikh Diop. Ces derniers vont porter le combat en tant que facilitateurs pour un règlement définitif de ce passif social. Nous disons aux autorités qu'il est grand temps de faire avancer le dossier des ex-travailleurs de la SIAS et l'ensemble du dossier du collectif que nous venons d'évoquer. Le passif concerne les travailleurs diminués et leurs familles. Ils l'ont dit, 7500 travailleurs avec leurs familles. Je pense que ça mérite d'être réglé. Ces familles-là méritent d'être soulagées. C'est la raison pour laquelle la synthèse force du changement, à côté du professeur Momar Samb, continuera à porter l'ensemble du passif social qui concerne tout le collectif. Nous allons le porter dans nos revendications. Nous allons le porter dans nos démarches. Et le 1er mai, on nous entendra sur le passif social du collectif des travailleurs. Plus de 20 ans après la fermeture de leurs sociétés respectives, ces ex-travailleurs ne savent plus à quel sein se vouer. Ils lancent un cri du cœur au chef de l'État pour un règlement définitif de leurs problèmes. Vous l'annoncez dans les titres de ce journal, vers une prolongation de l'année scolaire 2017-2018. L'annonce est du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Une énième prolongation pour permettre aux élèves de rattraper le quantum horaire perdu à cause des grèves. Khady Diop Mbodj s'est prononcé là-dessus au micro d'Aminata Baresso. L'horaire n'est pas tellement touché pour remettre en cause la validité de l'année scolaire, pour dire que le ministre de l'Éducation, lors de la session du Premier ministre à l'Assemblée, a même fait un rapport
pour dire que peut-être qu'à moins de 25%, on peut dire que la grève a été respectée et le quantum a été touché. Et nous, ce que nous avons prévu au niveau du ministère de l'Éducation, nous sommes en train de réfléchir en rapport avec tous les acteurs concernés à un prolongement éventuel. On ne sait pas encore, il y a un groupe de travail qui est en train de travailler, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas tellement de gros dégâts sur le quantum. On est en train d'étudier en rapport avec nos inspections d'académie et nos techniciens maison pour voir jusqu'à quelle date on pourra. Mais on va tenir compte de l'hivernage, de vacances, de temps de vacances pour les élèves. Nous allons examiner plusieurs paramètres pour faire des propositions consensuelles qui pourront nous permettre véritablement de rattraper donc, tout ce temps perdu et de pouvoir faire les examens et de donner la chance à tous les élèves de pouvoir terminer le programme et de pouvoir faire de bons examens. Justement, des propos recueillis lors de la 5e revue annuelle du programme sectoriel de l'éducation et de la formation. La qualité des enseignements toujours décriée, les faibles taux de réussite au baccalauréat en général sont en deçà des attentes. Des recommandations sont attendues pour corriger ces lacunes. Compte rendu signé Aminata Mbaresso et Pape Sangone Mbaye. Le paquet est un programme du ministère de l'Éducation nationale instauré en 2013. Il est également un outil d'évaluation du système éducatif sénégalais. Pour cette 5e revue annuelle du programme, la qualité des enseignements est encore en deçà des attentes. Les résultats aux examens, nous les avons aussi soumis à l'appréciation de l'auditoire et vous avez vu qu'au niveau du CFE, nous avons connu des avancées. Au niveau du bac et du BFM, nous avons un tout petit peu reculé de 2 points, mais c'est des choses que nous allons analyser et voir comment peut-être y remédier. Au-delà de ce manquement, la 5e revue annuelle du programme sectoriel a mis à nu des carences dans les apprentissages. Améliorer notamment en fait la pertinence des programmes et la pertinence aussi des enseignements et des apprentissages et également aussi améliorer l'efficacité et l'efficience de la gouvernance et de la gestion du secteur de l'éducation. Mais les acteurs restent tout de même optimistes vu les efforts qui sont en train d'être faits dans la construction des salles de classe, mais également par rapport à la hausse constatée sur le taux de scolarisation des enfants au Sénégal. Nous parlons de toute autre chose à présent. Comment contourner les obstacles notés dans la réalisation des infrastructures routières? Pour répondre à ces interrogations, un atelier de validation politique de la revue sectorielle 2018 a réuni acteurs du monde des transports et l'idée est de recueillir les suggestions des parties prenant à cette manifestation. Compte rendu signé Ibou Diouf et Tierno Laurent Mendy. Revue sectorielle 2018, une rencontre pour évaluer les évolutions en termes d'infrastructures routières au Sénégal. L'objectif est de contourner quelques obstacles notés dans la réalisation des programmes. Difficulté, on peut le dire déjà dans la mobilisation des ressources, c'est une grande difficulté, mais je sais que les services des finances et nous-mêmes travaillons pour lever ces contraintes, qui, il faut le reconnaître, sont assez aberrantes, mais aussi difficulté dans la mise en œuvre de la façon la plus diligente des projets. Ça, c'est une partie qui importe au ministère. Une rencontre axée sur la réalisation des infrastructures routières, elle permettra aux acteurs également de recueillir les suggestions des parties prenantes. Il est important, après une année d'exercice en 2017, de s'arrêter pour voir quelles sont les réalisations du ministère chargé des infrastructures et des transports, les réalisations en matière de route, en matière d'autoroute, en matière de pistes rurales, mais aussi en matière de système de transport en général. C'est cet exercice que nous sommes en train de mener en présence de nos partenaires techniques et financiers qui appuient l'État du Sénégal. Différents programmes sont annoncés sur l'ensemble du territoire national et dans la réalisation de ces infrastructures, l'État prévoit d'y associer les entreprises locales. Vous savez, les entreprises locales, elles participent aujourd'hui très grandement et très efficacement aux travaux en matière routière. Cela est d'autant plus vrai que les grandes entreprises procèdent à ce qu'on appelle la sous-traitance. Donc,
y compris les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises. Tout le monde y gagne dans les travaux qui sont en train d'être déroulés partout sur le territoire national. Et je sais que les petites et moyennes entreprises en profitent pour s'étoffer, pour prendre de l'ampleur. Cette rencontre pour la validation politique de la revue sectorielle 2018 en matière d'infrastructures routières permet de corriger les manquements et de se fixer d'autres objectifs. Et puis le procès de l'imam Aliou Ndao s'est poursuivi ce mardi. 2 accusés étaient à la barre. Il s'agit de Mohamed Ndiaye Abdou Youssouf et Ibrahim Diallo. Compte rendu signé Habib Faye. Encore renvoyé à demain, le procès d'imam Aliou Ndao et compagnie suit toujours son cours. Après la suite des revues des exceptions, place à l'interrogatoire des accusés devant le juge et le parquet. Mohamed Ndiaye Abdou Youssouf, son nom de guerre. Le premier à la barre affirme avoir rejoint les rangs de Boko Haram. Mon client il a répondu aux questions aussi bien du tribunal que du parquet. Et donc il appartient au parquet, in fine, au bout de ce procès, de rapporter la preuve qu'il est coupable des faits pour lesquels ils l'ont présenté devant le tribunal. Des affirmations qui risquent certes de sombrer. Son lendemain, son avocat réplique. Qu'il a reconnu s'être rendu au Nigeria, mais il a également dit au tribunal qu'il n'a pas pris part à des combats, qu'il n'a pas posé des actes de terrorisme au Nigeria. Dans une des réponses, il a dit qu'ils ont été en contact avec des membres de Boko Haram. Il garde espoir et compte défendre d'arrache-pied son client. Je ne vais pas aujourd'hui faire de pronostics sur l'issue du procès. Oui, ce qu'il a répondu, il sera condamné ou sera acquitté. En tout cas, j'assurerai la défense de Mohamed Abdou Youssouf jusqu'au bout du procès. L'affaire Ibrahim Diallo, alias Abou Omar, sera poursuivie mercredi. Concernant le mineur Mamadou Sek, la chambre criminelle spéciale se déclare incompétente pour le juger. Il sera alors devant le tribunal des mineurs. Nous parlons culture à présent avec cet atelier de conception de l'exposition inaugurale du musée des civilisations noires. Les professeurs Ibader Thiam et Souleymane Bachir Diagne ont essayé de dessiner les contours de l'exposition en redonnant à l'Afrique plutôt une image plus méritée et rétablir les faits sur l'histoire du continent noir. Les détails avec Aïssatou Paye et Diafaraba. Réinventer l'Afrique. Redessiner les contours, revisiter le passé pour une redéfinition de l'histoire du continent par ses fils. L'objectif de ces historiens et scientifiques est réuni autour d'un atelier de conception en vue d'inaugurer le musée des civilisations noires. Où nous allons enfin avoir l'occasion de déconstruire tout ce que l'époque coloniale et l'époque post-coloniale ont eu à élaborer comme contre-vérité et comme déformation des civilisations africaines. C'est dans ce sens que le musée prend toute son importance, celle d'une identité culturelle africaine. Il s'agit pour nous de nous remémorer notre passé, non pas simplement pour l'intérêt d'une remémoration du passé, mais parce que la remémoration du passé est précisément la meilleure manière de se projeter vers l'avenir. Il faut toujours voir un musée comme un miroir qui est tendu à une société. Il s'agit de dire à une société, voilà qui tu es, voilà ce que tu dois être, voilà ce que tu dois continuer d'être et voilà la manière dont tu dois te projeter dans ton avenir. Peut-on parler d'identité sans diversité culturelle? Non, dira un des concepteurs. Les deux notions vont aussi inclure celle d'une unité culturelle africaine. C'est d'abord dans nos langues. Vous prenez toutes ces langues-là, mais c'est une hypothèse qui peut être vérifiée. Toutes ces langues ont la même façon globale de situer l'individu par rapport à son environnement le plus large possible. D'abord la relation, quand on se salue, c'est la même manière de saluer. Quand on se salue par rapport à l'environnement, au temps, c'est la même manière. Donc c'est systématique. 70 historiens scientifiques et muséologues vont tenter de redéfinir l'identité de l'Afrique. Le physique n'est pas visible. Le physique, il est auditif.
Nous parlons lutte à présent. Des sanctions pécuniaires infligées aux lutteurs font débat dans l'arène. Certains observateurs estiment que le règlement est clair et connu de tous les acteurs et qu'ils doivent le respecter. D'autres s'interrogent sur la destination de l'argent défalqué des cachets des lutteurs. Un sujet signé Pape Faraning et Diafaraba. Des sommes énormes défalquées après chaque combat de lutte sur le reliquat des lutteurs. Des sanctions pécuniaires, certes très salées, mais c'est le règlement intérieur du CNG. Ils ont signé un commun accord avec les écuries et les responsables. Si un lutteur accepte de signer un contrat, il doit vraiment respecter les consignes. Vraiment, c'est malhonnête de crier partout après des sanctions que tu as acceptées auparavant. Si on autorise 15 personnes à la porte et tu viens avec 30 à 40 personnes pour t'accompagner, on défalque pour chaque personne le montant du prix de la loge qui est de 10 000 francs. Et pour chaque minute aussi, et pour le bac également. La destination de cet argent reste un véritable énigme. En tant que manager, vraiment, nous les managers, on ne nous a jamais dit la destination de l'argent des sanctions. En discussion avec Alioune Sarr un jour, il nous fait savoir que c'est pour les regroupements des billets d'avion, pour l'équipe nationale de lutte et pour les œuvres sociales aussi. Billets d'avion, Si tu acceptes d'acheter une licence, ne demande rien en retour. Ou bien tu n'adhères pas. Je pense que ce serait mieux. Même si les sanctions sont dures, Pala Diop comme Ngagne Diagne ne partage pas l'idée de quelconque grève des lutteurs, car cela peut être fatal pour eux. Même après une grève, le règlement reste inchangé. Donc, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. El Hadj Mbaye Gueye a déjà dirigé une grève en son temps. C'est en ce moment que Birahim Ndiaye et Manga 2 ont buté un grand combat. Il vous dit qu'il faut l'union des lutteurs pour organiser une grève. D'autres lutteurs aussi talentueux sont derrière et ils ne vont pas accepter de lutter à leur place. Des sanctions jugées très lourdes pour ces acteurs de la lutte. Parfois, ils estiment que les lutteurs ont aussi leur part de responsabilité, car ils connaissent tous le règlement. Merci à vous, Pape Faraning. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.